Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo, non pas de présentation d'une nouvelle version de mon firmware, je travaille encore dessus actuellement, mais plus pour évoquer un sujet qui revient souvent, soit dans les commentaires, soit par mail. Je crois savoir également qu'il en est aussi question sur différents réseaux sociaux. C'est la question de la fameuse épreuve de calibration. Alors de quoi on parle? Eh bien, je vais vous la montrer sur le PCB. Travail fantastique d'ailleurs réalisé ici, hein, d'un rétro-engineering complet du PCB du K5. Donc vous avez donc le Cortex ARM qui se trouve ici, le Beacon 4819, donc la partie radio qui se trouve là. Vous avez ici donc le composant qui est en charge de la partie synthèse vocale quand elle est activée, et les prompts de calibration se trouvent là, hein. Je vous les avais déjà montré, tous ces composants dans ma dernière vidéo, avec mon K5 complètement démonté. Je cherche la caméra. Donc voilà, hein, vous retrouvez donc ici, je me mets en face de la caméra, donc le Cortex ARM, le Beacon, il est là. Euh, Ici, vous avez le composant en charge de la synthèse vocale, et donc ici, les prompts de calibration dont on va donc parler. Alors, je vois beaucoup de choses, hein, j'ai beaucoup de questions là-dessus, je vois beaucoup de confusion, beaucoup d'inexactitudes également à propos de ce composant, donc on va essayer un petit peu de balayer tout ça. Euh, Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ce composant fait à la base, sorti de la boîte, 8 kilooctets, donc 8192 octets précisément. C'est ce fameux composant que certains commencent à dessouder pour le remplacer par une EPROM ayant une capacité un peu plus importante, en l'occurrence 64 kilos. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi cette EPROM sert. Alors, sortie du carton, quand vous ouvrez votre K5 avec le firmware d'origine, ce composant, en fait, a deux missions essentielles, et les firmwares alternatifs rajoutent une troisième mission à ce composant. Euh, les deux missions essentielles de cette EPROM dite de calibration, c'est déjà de stocker et de mémoriser vos canaux mémoire. Donc, vous avez très probablement utilisé Chirp pour enregistrer des canaux mémoire type les 16 canaux PMR, peut-être des fréquences maritimes, peut-être des fréquences aéro, peut-être pour les radioamateurs des fréquences simplex UHF, VHF, ou des, euh, des fréquences de relais ou de points d'accès simplex. Donc, le rôle de cette épreuve de calibration, c'est déjà de stocker effectivement ces canaux mémoire. On peut en stocker 200 avec cette épreuve de 8 kg. Euh, la deuxième mission de cette épreuve de calibration, et là elle porte vraiment bien son nom, c'est de sauvegarder également des données de calibration. Alors, qu'est-ce qu'on entend par données de calibration? Parce que là, en fait, on entend un peu tout et n'importe quoi. Les données de calibration, par exemple, c'est la ventilation des puissances, c'est-à-dire combien votre poste va sortir si vous êtes en low, en mid ou en high, pardon. Euh, Autre donnée de calibration, eh ben, ça va être par exemple tout ce qui est en rapport avec le squelch. Donc l'étalonnage du squelch, l'étalonnage également du S-mètre, l'étalonnage de la batterie. Tout ça, ce sont des données de calibration. Ces données sont, d'une façon générale, calibrées sur les chaînes de fabrication. Généralement, quand on tape sur deux Quansheng K5 qui sont sortis du même batch de production, généralement les données sont globalement similaires. Maintenant, d'un modèle à l'autre, vous pouvez avoir des petites distinctions. Alors, je vous montre quand même, je vais prendre un K5-8. Quand vous enlevez la batterie, voilà, à l'arrière, je vais toujours chercher la caméra, vous avez déjà ici la date de la production, hein. Par exemple, avec ce petit sticker vert là, vous voyez que ce modèle a été réalisé en septembre 2023.
d'accord? Donc il y a le petit 9 sur 12 là, qui est entouré, et 2023 la date. Vous avez une autre information qui est importante ici, c'est la plage de fréquence. Vous verrez, il y a une plage de fréquence ici, et si vous comparez des postes, possiblement vous pouvez avoir des différences. Euh, Ça dépend en fait probablement des zones géographiques visées par le batch, puisque d'une zone à une autre, certaines fréquences sont ouvertes ou fermées en fonction des grandes zones géographiques radio à l'échelle de la planète. Bon. Donc il peut y avoir quand même quelques différences entre la date du batch et également le type de K5. Alors là, par exemple, moi, vous voyez, en fréquence, ce modèle couvre 136-174 en VHF et 400-470 en UHF. Faites le contrôle de votre côté, c'est pas sûr que vous ayez ça. Donc voilà, il peut y avoir généralement des petites différences. Euh, les firmware alternatifs, eux, ils vont utiliser également cette épreuve de calibration pour sauvegarder euh, des informations de paramétrage. Euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur le firmware que j'ai développé, F4HWN, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de passer l'écran en vidéo inverse. C'est une valeur booléenne, hein, donc 0 ou 1, donc c'est soit on, soit off. Mais vous avez remarqué que quand vous passez par exemple votre poste en vidéo inverse et que vous éteignez le poste pour le rallumer, le poste se souvient de ce paramétrage. Il n'y a pas de secret pour qu'il s'en souvienne, ça doit être stocké quelque part dans une mémoire du poste, vous n'avez pas de carte SD ou ce genre de choses. Donc c'est aussi dans cette épreuve de calibration que ce type d'information est conservé. Je pense qu'il faut vraiment faire une grosse différence entre données de calibration, qui sont propres au fonctionnement du poste, et données de paramétrage. C'est pas la même chose. Bon. Euh, Maintenant, ce que je tenais également à préciser, et ça c'est super important, l'ultra grande majorité des firmware alternatifs, notamment tous ceux qui viennent d'une façon générale, qui ont continué et poursuivi le travail de Dual Tachyon, de One of Eleven et de FACSI, et d'Exhumer également dans la foulée, le mien en fait partie, ces firmware n'altèrent pas les données de calibration. Ou si elles le font, c'est essentiellement suite à une intervention humaine et une confirmation de votre part, en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui faites la modification, mais c'est pas le firmware qui le fait sans vous prévenir. La subtilité, elle est là. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Je vais prendre un poste, le voici ici, et on va aller lire les données de calibration. Donc, je branche, je viens ici et je vais utiliser K5prog. Donc, vous affolez pas, moi j'ai pas de Windows, et puis je travaille beaucoup en ligne de commande, donc je vais utiliser K5prog, donc, euh, donc comme ça en ligne de commande. Donc, je prends l'image de mon EPROM, voilà. Je vous montre maintenant un petit détail. Donc, vous voyez là, mon poste, il n'est pas en vidéo inverse, hein, on est d'accord? Je vais remettre la caméra un peu plus. Voilà, vous voyez, mon poste n'est pas en vidéo inverse. Je vais le passer en vidéo inverse. Hop, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, je l'ai passé en vidéo inverse. Ok. Donc je l'éteins, je rallume. Voilà, il est bien en vidéo inverse. Je vais reprendre une image de l'épreuve de calibration. Donc celle-ci, je vais la renommer. Je ne sais plus comment il me l'a appelée. MVK5 EPROM. Et je vais l'appeler original.raw. Ok, je reprends une image après avoir fait cette modification.
Alors, j'espère que le câble est bien, peut-être que le câble n'est pas bien branché. Voilà, on va recommencer. Voilà. Ok, donc j'ai maintenant deux fichiers. Mon original qui est là, qui fait bien, comme je vous l'avais dit, 8192 octets, et la nouvelle capture qui est ici. Je vais maintenant tout simplement faire un diff, c'est-à-dire en gros, je dois en avoir un ici. Ouais, celui-là je l'ai appelé original. Donc je vais faire en gros une visualisation des différences entre avant et après la modification de l'écran et le passage en vidéo inverse. Voilà, donc vous avez ici avant, ici après. Et je vais chercher les différences. Et les différences, vous les voyez en fin en fait des proms, c'est-à-dire que à l'adresse 1FF0, j'utilise quelques octets pour stocker des paramètres qui sont propres à mon firmware. Et vous voyez effectivement que là j'avais une valeur en hexa qui valait 6A et maintenant elle vaut 7A. C'est lié à quoi? Bah, tout simplement l'altération d'un des paramétrages, en l'occurrence celui de l'affichage de l'écran, et donc ces données sont stockées complètement à la fin des proms de calibration, mais certainement pas au niveau des données de calibration stratégiques que sont les puissances, le S-mètre ou le RSI. Je vais vous le montrer également de la façon suivante. Euh, je reprends mon K5, je vais rechanger donc pour repasser en vidéo standard. Donc le voilà, il est repassé à off. Et je vais vous montrer par exemple si j'altère, vous savez que je peux altérer les puissances. Enfin, je peux modifier la valeur de la puissance, la puissance faible, le set low, hein, qui est le menu 55. Là, il est paramétré à 500 milliwatts et je vais le mettre à 250. Voilà. Et je reprends une image de l'EPROM. On va voir ce qui a changé. Donc, je reprends et je vais regarder les différences. Voilà. Alors, ce que vous voyez comme différence ici, c'est que vous avez ici, j'ai retrouvé mon 6A puisque je suis revenu en mode standard. Et vous avez ici quelque chose qui est passé à 21 et qui était à 31 auparavant. Et là, vous avez du FF, mais ça, c'est du nettoyage des proms. Ça n'a aucune incidence. Mais vous remarquerez que, encore une fois, les seules modifications ont été apportées à la fin de l'EPROM de calibration, à la toute fin, sachant que pour l'anecdote, j'utilise en tout et pour tout, je crois, enfin depuis que je développe mon firmware, donc depuis 4 mois, sur tout ce que j'ai rajouté comme paramétrage, j'utilise 5 octets sur les 8192. Donc, vous avez ici une preuve que mon firmware ne modifie pas les données de calibration, en l'occurrence euh, les données de puissance, ou c'est pareil également pour tout ce qui est S-mètre, squelch ou ce genre de choses. Euh, Ce qui n'est pas le cas de tous les firmwares. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que comment ça se passe moi au niveau de la gestion de la puissance? Bah, c'est très simple. Je me base en fait sur les données de calibration standard d'un K5 sorti de sa boîte. Et en fait, à chaque allumage du poste, je vais lire ces données et je vais les altérer en mémoire du poste, pas sur les EPROM ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais rabaisser le lot
puisque par défaut, je crois qu'en gros, sortie de boîte, le low, il doit être à 2 watts, le mid doit être à 2 watts et demi, le high doit être à 3 watts 5, 4 watts. Bon, bah moi, je baisse le low en fonction d'ailleurs du choix que vous avez fait, low 1, low 2, low 3, low 4, low 5. Le mid, je le mets à 2 watts, et le high, je le pousse à 5 watts. Mais pour peu que les données de calibration soient celles standards de Quancheng. En l'occurrence, si vous êtes passé par un firmware qui, lui, écrit massivement, réécrit massivement les données de calibration, notamment un firmware que vous connaissez bien qui s'appelle IJV, ah bah là, moi, mon firmware, il va être perdu, hein. Surtout si avec IJV, vous avez joué avec les boutons haut et bas pour modifier votre puissance en low, en mid ou en high. Je crois qu'on peut les modifier pour toutes, mais je suis pas sûr. Là, c'est clairement écrit dans la zone de calibration de l'EPROM. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque vous installez IJV, qui lui, au contraire, va aller massivement écrire dans la zone de calibration, en plus d'écrire très probablement ses paramétrages. Moi, quand ensuite je suis réinstallé sur un firmware qui a été altéré massivement par IJV, je suis complètement perdu en fait, hein. Euh, donc il faut faire très attention à ça. Encore une fois, mon firmware n'altère pas les puissances, le squelch, le RSI. Pareil, hein, le S-mètre que j'ai recalibré pour le mettre au standard Yaru, donc avec un S9 à moins 93 dBm, euh, c'est pas en altérant les données de calibration. C'est pareil, à l'allumage, je prends la mesure de ce qu'on appelle le RSI, je le transforme en dBm, et ensuite je fais un affichage qui est cohérent avec la norme Yaru. Il n'y a pas d'écriture ou de modification du RSI par mon firmware. Donc c'est très important en fait de comprendre tout ça. Et c'est pour ça aussi que régulièrement, vous m'avez entendu vous dire, faites un backup de votre EPROM de calibration, gardez ce backup précieusement, et à chaque fois que vous passez d'un firmware à un autre, eh ben, remettez votre EPROM de calibration comme elle était à l'origine. C'est super important. Ensuite, c'est très bien d'aller tester des firmwares à gauche ou à droite, mais faites attention parce que, encore une fois, certains firmwares sont beaucoup plus agressifs que d'autres. Exhumer ou le mien, on est propre, on est clean. Voilà. Je vais vous donner un exemple à ma connaissance de données de calibration qui est considérée comme telle et que notre firmware, que ce soit Exhumer ou moi-même, pouvons effectivement réécrire. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir fait. C'est la batterie, la calibration de la batterie. Vous savez que vous pouvez passer dans le menu de service, aller dans le menu bas de cale de mémoire, j'ai plus son index en tête. Vous prenez un multimètre, vous prenez la puissance, enfin la tension de votre batterie aux bornes de votre batterie et vous la reportez au niveau du menu bas de cale. Euh, et ensuite, bien sûr, vous pouvez enregistrer cette information. Là, vous altérez une donnée de calibration. La batterie est calibrée d'usine. En sortant des usines de Quancheng, votre batterie, elle est censée être calibrée. Mais là, si vous venez la modifier, vous altérez une donnée de calibration. Mais si on rembobine la démarche, vous avez dû faire un acte volontaire de passer dans les menus cachés, ce qu'on pourrait appeler aussi les menus de service en fait, prendre un multimètre, aller dans le menu bas de cale et modifier la donnée. C'est-à-dire que ce n'est pas le firmware qui la modifie, c'est vous qui lui demandez de la modifier avec la valeur que vous lui indiquez. Vous voyez la subtilité. Bon. Subtilité d'ailleurs qui est clairement expliquée par Exhumer. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, mais ce qu'il explique ici très clairement, c'est que voilà, donc les créateurs de firmware, en tout cas dont lui fait partie et moi aussi, nous ne réécrivons pas les données de calibration sans une intervention d'utilisateur. Typiquement, encore une fois, la batterie. Mais sinon,
on touche à rien. On altère éventuellement certaines informations, encore une fois, comme je vous l'ai dit, au démarrage, on lit ce qu'il y a dans les proms et on change dynamiquement des données sans les écrire sur les prompts de calibration, mais on ne les modifie pas à votre insu. On va le tourner comme ça. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais apporter comme information concernant euh, cette fameuse EPROM de calibration. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Retenez donc que cette EPROM sert à stocker bien sûr vos canaux mémoire, à stocker des données de calibration strictes, la batterie, le S-mètre, donc le RSI, le squelch, les puissances. Euh, et ça sert aussi pour les firmware alternatifs à stocker des paramétrages qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement du poste, le type d'affichage, le type d'S-mètre, comment fonctionne votre PTT, pour parler en tout cas de mon firmware. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et encore une fois, je n'utilise que 5 petits octets en fin d'EPROM de calibration dans une zone qui, à ma connaissance, n'était pas utilisée. Voilà les amis, j'espère que ça sera plus clair. Euh, je continue de travailler là sur la version 2.7. J'aurai une petite modification intéressante, je pense, dessus. Mais j'ai pas encore terminé. Mais voilà. Et de toute façon, j'ai pas beaucoup de latitude, hein, entre guillemets, puisqu'il doit rester, je sais pas, 100, moins de 140 octets, je pense. Donc c'est un peu short, hein. Je vais pas faire de grosses innovations. J'ai regardé par exemple pour améliorer un peu l'analyseur de spectre, de façon à vous permettre d'avoir le nom des canaux mémoire qui s'affichent sur l'analyseur de spectre. Pas de bol, ça prend énormément de place en fait. Et bon, voilà. Donc vous connaissez la musique, hein. Si ça ne tenait qu'à moi, je supprimerais la broadcast FM. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais je pense que ça va tellement couiner dans les chaumières que, bon, pour l'instant, je freine à le faire. Mais voilà, typiquement, j'aurai un peu plus de mémoire. Je pourrais vous afficher également les canaux mémoire au niveau de l'analyseur de spectre, ce qui serait, à mon avis, en termes de fonctionnalité, assez intéressant. Mais voilà, je suis pas magicien non plus, hein. Voilà les amis. Donc, bah écoutez, portez-vous bien, faites des trucs, amusez-vous. J'espère que cette vidéo donc vous aura un peu éclairé. Euh, je vous mettrai quelques informations en complément dans la description. Sous la description, comme à l'habitude, vous avez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Insultes, j'en ai eu sous la version, dans la vidéo de la version 2.6. C'est inévitable. On a l'habitude, pas de problème. Voilà, portez-vous bien. Très bonne semaine à toutes et à tous. 4HWN qui passe en QRT. Ciao, bye bye. Salut.